Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier Génaud de France Autotech. Bienvenue à tous, on va parler aujourd'hui véhicules autonomes, data, véhicules connectés. Ça va être c'est une espèce de plongée dans le futur avec Bruno qui est quelqu'un d'éminemment sympathique. Est-ce que Didier, tu peux nous rappeler et nous présenter succinctement quel est le métier de X Technologies et de Bruno, s'il te plaît? Oui, donc nous accueillons aujourd'hui Bruno Mendes da Silva, qui est le fondateur et le CEO de X Technologies. Alors, X Technologies, c'est une solution logicielle d'intelligence artificielle qui permet l'optimisation de la gestion des données des véhicules autonomes en test. Alors concrètement, c'est un outil de productivité pour les équipes de R&D qui travaillent sur ce domaine, ce qui augmente la qualité des datas utiles pour améliorer l'intelligence artificielle tout en réduisant les coûts. Très bien. Alors effectivement, chez France Autotech, on a environ 75 startups. Une des verticales, c'est le véhicule autonome. X est une des étoiles montantes de ce secteur. Donc on est ravis d'accueillir Bruno. Bienvenue Bruno. Bonjour Didier, bonjour Romain et bonjour à toute la communauté de France Autotech. Eh bien écoute, bienvenue à toi. Est-ce que très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, ces podcasts, là on est le 5e ou le 6e épisode, ont pour vocation d'être très bienveillants à l'égard des startups. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans le détail un peu de ta boîte, de cette genèse. Donc, est-ce que tu peux nous dire, voilà, toi et ton équipe, quel est le problème que vous résolvez et comment est né X Technologies? Alors, je vais commencer à comment est né X Technologies. Ça permet de donner un peu plus de contexte sur mon profil aussi. Moi, je suis un subdeco, comme on disait avant, donc quelqu'un qui a fait une école de commerce. Et j'ai très rapidement, à la fin de mes études, monté une première boîte dans le véhicule électrique il y a 8 ans. Et en fait, je suis arrivé progressivement sur le véhicule autonome avec des conversations que j'ai eues avec des industriels et où je me suis dit que justement, les problématiques d'un véhicule aujourd'hui étaient beaucoup plus grandes que simplement la pollution. Il y avait les accidents, les embouteillages, le parking, le partage des trajets, etc. Et ça m'a vraiment inspiré à essayer de pousser le schmilblick un peu plus loin et rentrer dans le secteur du véhicule autonome. Et vu que je ne suis pas forcément un ingénieur et que c'est un domaine très, très tech, j'ai dû m'entourer justement d'une équipe de cofondateurs qui était du niveau de l'ambition que moi je pouvais avoir pour ce nouveau projet. Et j'ai réussi à convaincre Arnaud de Lafortelle, qui est un chercheur en robotique et plus précisément en véhicule autonome depuis plus de 20 ans et qui dirige aussi le centre de robotique de l'Université des Mines. En plus de Arnaud, j'ai réussi à convaincre un ami qui s'appelle Étienne Goutan, qui lui était en banque privée à Monaco. Donc voilà, c'était une manière de rééquilibrer entre mon profil entrepreneurial, le profil technique d'Arnaud et le sien, qui est un profil beaucoup plus finance. Et basketteur. Et basketteur, un peu aussi. Et basketteur pour pouvoir avoir une équipe vraiment équilibrée et calibrée pour faire en sorte que cette solution soit un succès. Ensuite, du coup, le problème que nous, on essaye de tacler aujourd'hui avec notre solution, c'est que dans le véhicule autonome, c'est principalement de l'intelligence artificielle. Hein, c'est un véhicule avec un cerveau pour imager. Et en fait, cette intelligence artificielle a besoin de données pour pouvoir apprendre et ensuite pouvoir prendre des décisions. Et dans les secteurs traditionnels de l'IA, on disait beaucoup qu'il y avait plus on a de données, mieux c'est, parce que si on a beaucoup de données, on a forcément de la bonne donnée. Mais le problème avec le véhicule autonome, c'est qu'avec le temps, on a rajouté de plus en plus de capteurs pour renforcer la sécurité et la précision des détections, ce qui fait qu'on a généré beaucoup de données, mais beaucoup de données dans le véhicule autonome, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup. On parle en pétaoctets par véhicule, et ça, c'est vraiment pas gérable de la même manière que les autres applications d'IA. C'est pour ça qu'en fait, en avançant dans le secteur, on a besoin d'outils qui soient calibrés pour pouvoir optimiser justement au maximum la captation de ces données-là pour passer de pétaflops à des gigabytes et des gigaoctets, pardon. Et ces gigaoctets, ça permet vraiment travailler sur les données les plus importantes. Donc nous, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on dit
il y a une industrie qui essaie d'aller en production, de faire en sorte que la technologie soit adoptée. Pour ça, il y a besoin de données. Aujourd'hui, comment on est organisé, il y a beaucoup trop de données. Donc, nous, on va les aider, les accompagner dans leurs tests à récupérer la bonne donnée pour que ça coûte moins cher en stockage, que ce soit plus simple à traiter et que ce soit beaucoup plus utile pour faire de l'IA. Donc, voilà, on est vraiment un enabler, comme on dirait en anglais, et un facilitateur pour pouvoir améliorer l'IA, quoi. Donc, c'est un peu le problème et en même temps un peu la solution que nous, on apporte sur ce secteur. D'accord. Et qui sont vos clients, alors, clients actuels ou potentiels? Est-ce que ce sont des constructeurs automobiles, des opérateurs télécoms, des équipementiers ou d'autres acteurs? Alors, pour être très précis, le véhicule autonome, c'est une niche aujourd'hui dans le grand secteur qui est la mobilité et l'automobile. Et dans cette petite niche, il y a quand même un pool d'acteurs qui s'est créé ces 15 dernières années. En tête, Waymo, la filiale voiture autonome de Google. Et en fait, on appelle ça les pure players. Donc, les pure players, c'est ceux qui font que le logiciel de conduite autonome qu'on va mettre dans les véhicules. Donc, il y a une centaine de boîtes aujourd'hui réparties entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Donc, ça fait une centaine de premiers clients, on va dire, potentiels premiers clients pour nous. Et ensuite, après, vous avez toutes les personnes qui travaillent justement sur le véhicule autonome, dont ce n'est pas forcément la première application. Typiquement, un constructeur automobile, un équipementier de rang 1, type Valeo, Faurecia, Bosch, pour ne citer que. Et après, vous avez, dans un troisième temps, les personnes qui font des applications pour le véhicule autonome, mais ce n'est pas forcément du pur véhicule autonome. Typiquement, Here Technology qui va faire de la cartographie, Siemens qui va faire des outils, des solutions de recording de data, Cisco qui va faire des solutions de communication entre véhicules. En fait, c'est des personnes qui viennent s'insérer sur la chaîne de valeur sans forcément la couvrir en intégralité. Et nous aussi, à travers notre solution, on peut leur apporter de la valeur en leur permettant d'avoir accès à des données pour améliorer justement leurs produits à eux. Donc, en gros, c'est vraiment les pure players que tout le monde ne connaît pas vraiment, mais on sait tous que Google, voilà, pour citer les plus prestigieux, il y a aussi des petites boîtes qui font ça. Et après, c'est toutes les personnes du monde automobile, assez logique parce que le véhicule autonome, c'est le secteur automobile. Et ensuite, après, c'est toutes les personnes sur la chaîne de valeur qui appliquent des solutions et qui peuvent potentiellement bénéficier d'une meilleure captation de données. Ah, très bien. Alors, Bruno, je sais qu'on t'a reçu sur Autotech Disruption et où tu avais notamment Anne-Marie Hydra qui était en face de toi, qui s'occupe, qui chapeaute la filière autonome en France. Et à un moment, j'ai adoré un de tes passages parce que tu évoquais, tu disais, voilà, je vais mettre les pieds dans le plat. C'est bien et beau, effectivement, de pouvoir réfléchir à ces sujets-là, sauf qu'on se rend compte qu'aux US et en Asie, le sujet du véhicule autonome est traité par les boîtes de tech, alors qu'en Europe, ce sont les acteurs historiques, notamment les constructeurs historiques, les équipementiers historiques qui leadent ce sujet, qui traitent de ce sujet-là. Et finalement, on est sur un sujet tech. Donc, qui va arriver à franchir la ligne en premier, quoi? C'est ça, un des sujets. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça? Tu évoquais le fait que tu avais des contacts dans la Silicon Valley, beaucoup plus qu'en Europe. Parce que tu es vraiment au cœur finalement de cette notion de data, quoi. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça? Ouais. Alors, il y a deux dynamiques. Il y a une dynamique historique du véhicule, aujourd'hui du secteur automobile, et il y a une dynamique, très technologique. Parce qu'en fait, le véhicule autonome, c'est l'alliance d'une plateforme automobile et d'une intelligence artificielle qui est du coup du logiciel très, 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 très poussé. Et en fait, le marché du véhicule, en général, c'est plus d'1 milliard de véhicules sur Terre. Et les gens aujourd'hui qui sont leaders leaders sur les sujets de mobilité, on s'attendrait à ce que ce soit les constructeurs automobiles, mais aujourd'hui, c'est les GAFAM. Pourquoi? Parce que eux, ils ont exploré tous les sujets, que ce soit les appareils connectés à la maison, les appareils mobiles, Internet. Et en fait, aujourd'hui, ce qui leur reste du plus gros marché, c'est ce qu'on voit tous les jours dans la rue, c'est des voitures. Donc, ils se sont dit, si aujourd'hui, on arrive à intégrer du logiciel intelligent dans les véhicules, on va pouvoir proposer des meilleurs services
et surtout, on va pouvoir améliorer le quotidien des gens. C'est un peu le American way of thinking, comment ils pensent. Et la problématique aujourd'hui, c'est que, étant drivés par eux qui vont super vite parce qu'ils ont accès à du capital, à des talents, en fait, le secteur européen de l'automobile, il se retrouve un peu largué parce que c'est pas forcément leur secteur de prédilection, le software. Il y a une question de mindset aussi. Tu évoques le capital et le talent, mais c'est aussi un sujet de mindset, quoi. Un sujet de mindset aussi. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est de se dire comment on peut se positionner pour pouvoir le faire dans un premier temps, avant de dire comment on peut rattraper Google qui va, lui, du coup, réussir à faire le logiciel. Et après, s'ils ont juste besoin d'une voiture, ils rachètent un constructeur et ça va très, très vite pour eux. Comment nous, on rattrape en Europe le retard qu'on a sur le software et sur les applications Internet? Donc, c'est une question de financement, c'est une question de mindset et c'est une question d'organisation. Est-ce qu'on s'organise en groupe? C'est-à-dire, on fait des groupes, des conglomérats d'entreprises? Est-ce qu'on fait des groupes au niveau de l'Europe? Est-ce qu'on fait comment on s'organise? Et aujourd'hui, nous, un acteur comme nous, qui sont sur le secteur et qui sont très tournés logiciels, on a une meilleure oreille quand on parle d'acteurs américains que d'acteurs français, parce que c'est pas forcément, historiquement, c'est pas forcément ce que nous on fait ici. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est un peu secouer très, 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 très fort le cocotier et faire en sorte que les acteurs français et européens prennent conscience du plein potentiel, parce que c'est nous qui avons on fait partie des pays qui avons les meilleures écoles d'ingénieurs. Tous les ingénieurs français qui travaillent dans le véhicule autonome aux États-Unis, ils sont tous à des niveaux de vice-président ou des postes très, très, très experts, très, très, très techniques qui sont indispensables pour ces boîtes-là. Donc, en fait, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à créer une vraie filière de software, du culture du software dans les écoles d'abord, et ensuite dans les entreprises, pour qu'en fait, on puisse dire que ça, c'est pas optionnel, c'est une priorité. Donc voilà, moi, je vois vraiment aujourd'hui le shift le mettre en disant, il faut commencer à sensibiliser les gens qui vont devenir nos futurs talents pour qu'ils puissent rester ici et se dire qu'il y a des choses intéressantes à faire en France et en Europe. Et ensuite, après, sensibiliser dans les entreprises, peut-être en enlevant un peu du poids hiérarchique qu'il peut y avoir pour prendre une décision, être un peu plus agile et permettre à des gens d'être beaucoup plus créatifs. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit en tant que start-up, et ce serait bien qu'en fait, cette mentalité-là, elle soit appliquée dans le monde corporate. C'est pas évident, mais à un moment donné, il va falloir faire le switch. Le switch. Il va vraiment falloir appuyer sur le bouton, parce que on parle aussi de deux choses qui sont vraiment importantes pour la France. C'est la souveraineté au niveau des technologies, et après, c'est la survie du secteur automobile. Si demain, la valeur, elle est dans le logiciel, elle n'est plus dans la voiture, donc la plateforme, en fait, les constructeurs automobiles français, ils vont avoir du mal à garder une place significative, et peut-être que le sort qu'on va leur réserver, c'est de se faire intégrer dans ces gros groupes étrangers et peut-être perdre ce que l'une des industries qui a fait la renommée de la France aujourd'hui, ces 100 dernières années. Donc, on est d'accord que… Et Didier, je vais te laisser après continuer, mais je sais que on assiste au regroupement de PSA et de FCA, donc un peu cette course à la taille critique. Le vrai sujet demain, ça va être un sujet tech, ça va être un sujet sur quelle est la capacité de ces constructeurs auto et historiques à délivrer de la tech, à délivrer vraiment, on voit chez Volkswagen qui n'a écrit que 10% des lignes de code de l'ID3. C'est à mon avis effectivement un vrai sujet, et c'est pas en se regroupant entre eux ou c'est pas j'allais faire une mauvaise comparaison, mais le sujet c'est pour un retailer, c'est d'acheter des gens qui font de la vente en ligne, quoi. C'est pas d'acheter d'autres retailers. Enfin, je trouve que ces moves là sont des moves d'un autre temps. Alors il faut le faire parce qu'effectivement il y a une course à la taille critique, et puis il y a des marchés très complémentaires, et parce que c'est des économies d'échelle importantes. Le vrai sujet, c'est comment tu changes de métier. C'est pas comment tu rachètes ton concurrent historique. Voilà. Didier, tu avais une question, je crois, qui te brûlait la langue. Oui. Alors Bruno, merci d'évangéliser en France sur l'avenir de la voiture autonome. Hein, c'est important. Tu as décrit du fait qu'il y avait comme en France des talents et qu'il y avait des atouts.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour déclencher ce dynamisme, cette mobilisation dont tu parles? Est-ce que c'est des pouvoirs publics? Est-ce que c'est un grand acteur automobile? Est-ce que tu es dans l'attente voilà, d'un acte fort ou d'une déclaration forte qui permette d'enclencher cette mobilisation commune? Bah, si on reste sur un schéma de pensée sur lequel on a avancé ces dernières années, on se dirait il faut que ça vienne des pouvoirs publics. On attend beaucoup aujourd'hui de l'État un peu providentiel en disant c'est eux qui vont donner le cap. Dans un second temps, on pourrait se dire aussi que c'est un acteur corporate fort qui pourrait aussi donner le là sur le sujet. Moi, je pense sincèrement, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, qu'il ne faut pas attendre justement c'est quelque chose de ces institutions-là, parce qu'en fait, elles sont aussi dépourvues de solutions que les petits acteurs. Aujourd'hui, vous allez voir le gouvernement, vous leur dites comment réparer la différence de 150 milliards qui a été investi en Asie et aux États-Unis. Ils vont dire bah, on ne sait pas, nous, on n'a pas 150 milliards en Europe à mettre sur des nouvelles sur juste cette nouvelle technologie-là. Et après, un grand groupe, c'est pareil. Aujourd'hui, les grands groupes français et européens, ils ont déjà la problématique de l'électrification, aussi de l'achat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services de mobilité, de véhicules partagés. Les gens ne vont plus forcément acheter des véhicules, donc il y a déjà beaucoup trop de problématiques. Qu'en fait, moi, je dirais, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est imposer, entre guillemets, pas de manière sauvage, mais imposer par un dynamisme, une innovation, des idées, des produits qui vont permettre justement de donner une ligne directrice pour la filière, et ça va forcément inspirer les acteurs que j'ai cités précédemment. Donc on est une partie de la réponse, mais il y a aussi d'autres entrepreneurs qui travaillent sur le sujet en France. Et je pense que c'est à nous de donner l'impulsion, quoi. Il ne faut pas qu'on attende parce que ça ne va pas forcément arriver et parce que ce n'est pas forcément leur rôle aussi dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est aux entrepreneurs de l'innovation de donner là en disant il faut qu'on se batte pour que on installe cette culture de l'innovation, du logiciel, d'Internet en France. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on le voit et on sera super content si on arrive à atteindre des grands jalons comme beaucoup de clients satisfaits, attirer des investissements français, européens dans notre entreprise, donc, et faire des partenariats avec d'autres boîtes. Donc moi, je dirais que l'acte fort, en fait, il vient de nous. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me placer comme quelqu'un qui attend qu'on va faire quelque chose, mais plutôt quelqu'un qui va permettre en faisant des choses pour l'écosystème. Donc je pense que l'axe, c'est nous qui devons l'impulser. On va très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Bruno, pour ce panorama marché. Je pense que les choses sont très claires. Il y a des vrais challenges devant nous et devant toi et tes équipes particulièrement. Alors, pour en revenir un peu plus concrètement à X, est-ce que tu as des outils que tu pourrais partager avec la communauté qui te permettent de gagner du temps, qui permettent de gagner des clients, qui permettent d'optimiser, d'être plus productif et plus efficace avec ton équipe? Ouais. Donc, moi, je vais donner, on va dire, des conseils, mais au lieu de donner des conseils génériques, c'est plus en fonction du stade d'avancement de la boîte. C'est-à-dire que quand on est une startup, on est très, très, très tôt. La grosse problématique, c'est la légitimité. C'est-à-dire, pourquoi les gens me feraient confiance? Pourquoi un partenaire, un client, un premier investisseur ou un talent me ferait confiance? Donc, je sais que c'est un peu le problème du chicken and the egg, c'est-à-dire la poule et le poulet. Pour que les gens aient confiance, il faut avoir un peu de moyens, mais pour avoir un peu de moyens, il faut que les gens nous fassent confiance. Enfin bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et en gros, il y a des petits hacks à trouver. Par exemple, quand on est une startup et qu'on se lance, on n'a pas forcément les moyens de payer des gros talents. En fait, il faut, au lieu de se payer, au lieu de se dire bah, je ne peux pas le payer, donc ce n'est pas possible, c'est aller voir ce talent-là et lui dire aujourd'hui, je ne peux pas te rémunérer, mais est-ce que tu voudrais bien être advisor, conseiller et en fait m'accompagner sur le sujet où demain tu pourrais être salarié chez moi si la boîte se développe bien. Et en fait, on n'a pas forcément, parce que nous on a la culture de l'advisor, le super gars de l'industrie que tout le monde veut, etc., etc. Mais en fait, un advisor,
Ça peut être quelqu'un qui travaille dans notre industrie, dans nos industries, qui a beaucoup d'expérience, qui n'est pas forcément médiatisé, mais qui a une vraie valeur ajoutée pour la boîte et qui, vu qu'on ne peut pas forcément le signer aujourd'hui, en fait, on peut l'utiliser soi-même comme advisor, l'afficher auprès d'advisors, auprès d'autres personnes en disant « le gars que je veux recruter n'est pas forcément là, mais on a déjà commencé à échanger et à travailler sur des sujets, donc je commence vraiment à être accompagné. » Donc ça, c'est un premier point qu'il faut vraiment intégrer parce que c'est ça qui passe aussi la boîte d'un step à l'autre. Ensuite, en termes... C'est toujours beaucoup plus facile de demander des conseils que de demander des services. C'est ça. Les gens adorent te donner des conseils, mais ils n'aiment pas te rendre service. Donc, le advisor, ça fonctionne très bien. Exactement. Donc ensuite, après, en termes d'outils, moi, je pense qu'il faut... c'est une erreur que moi, j'ai fait dans ma première entreprise, c'est que je pensais qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire moi-même et qui faisaient des petites économies à la boîte. Le problème, c'est que parfois, les petites économies, ça se transforme en grosses dépenses après parce que on n'a pas forcément bien évalué ce qu'on devait faire. Moi, je recommande vraiment à tous les entrepreneurs qui ont justement passé le cap, qui construisent leurs équipes, d'équiper leurs équipes de tous les outils nécessaires à de la gestion au quotidien, c'est-à-dire que l'abonnement sur Slack, faut le prendre, le service de compta automatisé, faut le prendre parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps de faire de la compta, c'est pas le but des fondateurs de faire ça. Si on peut pas, tant qu'on peut pas se payer un vrai expert comptable qui va nous suivre et qui va nous coûter un peu d'argent, en fait, il faut automatiser certains process. Et il y a des outils, des boîtes françaises qui le font très bien. Je ne vais pas faire de publicité, mais en tout cas, sur ces services-là, on est très, très bien. Et tu peux faire de la pub, il n'y a aucun problème. Ouais, il y a des boîtes, il y a des super boîtes comme Penny Lane qui aujourd'hui offrent des services de compta automatisés. Sur la banque, vous ne cassez pas la tête à aller essayer de convaincre forcément les grandes institutions bancaires. Eux, elles essaient de voir leurs intérêts. Donc, tant qu'on n'a pas forcément de traction, on ne les intéresse pas. Allez dans les banques en ligne françaises, les Conto, les Shine, etc., etc. Parfois, le service est beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatisé, beaucoup plus simple. En gros, voilà, faites pas des petites économies pour des choses où vous n'êtes pas experte, quoi. En gros, si vous devez payer 10, 30, 40 euros par mois, en fait, tout assemblé, ça va peut-être vous faire 200, 250 euros par mois. Mais en fait, ces 200, 250 euros par mois, ça va vous faire gagner peut-être 1 ou 2 personnes et beaucoup plus de temps pour que vous puissiez vous concentrer sur la mission en tant que fondateur que vous avez, qui est de faire avancer la boîte et pas de faire des feuilles Excel sur combien on a dépensé pour faire ça. Donc, vraiment, advisor quand on ne peut pas recruter, ou équiper les équipes et les premières personnes très, très rapidement pour faciliter le day-to-day. Et ensuite, après, il faut parler de votre idée au maximum, quoi. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est sortez et allez parler à tout le monde. Parce que l'idée que vous avez, malheureusement, ça ne va pas forcément être le produit que vous allez vendre in fine, comment vous l'avez pensé. Et ce n'est pas forcément ce premier produit, ce n'est pas peut-être celui-là qui va faire votre succès. Qu'il faut que vous constamment être dans la discussion, les rencontres. Typiquement, les rencontres France Autotech, les webinars, faut vraiment aller au contact des gens parce que tout le monde, personne n'a totalement raison, mais tout le monde a un peu raison. Tout le monde détient un petit bout de la vérité. Donc, il faut échanger, il faut rentrer dans des communautés, il faut rentrer dans des associations et essayer de faire en sorte que notre idée soit challengée et que surtout, s'il y a des personnes intéressantes, qu'on puisse intégrer les feedbacks et continuer à avancer, quoi. C'est ce qu'on appelle travailler pour sa boîte ou travailler dans sa boîte. C'est ça. Il faut travailler pour sa boîte et ne pas perdre de temps sur des sujets opérationnels qui nous bouffent, qui sont time consuming, quoi. Exactement. Donc voilà, moi, si j'avais vraiment des messages à faire passer, c'était sur la capacité à trouver des gens avec qui on va travailler. C'est très difficile. Sur les outils, c'est vraiment s'équiper. Ça fait parfois une petite centaine d'euros par mois ou par trimestre, mais au moins c'est beaucoup de temps de gagner et beaucoup de bandes passantes en plus pour des vrais sujets. Et ensuite, après, il faut rentrer dans des cercles où les gens en fait vont challenger, vont aider, vont favoriser, vont permettre. Et vous en êtes l'exemple
parfait. Enfin, le fait de nous avoir permis aujourd'hui d'échanger avec quelqu'un comme Anne-Marie Idrac, c'est super pour nous parce que c'est une personne qui va être aussi déterminante aujourd'hui dans la stratégie française sur le véhicule autonome. Donc voilà, les bénéfices de pouvoir rentrer dans ce genre de cercle. Et comment tu fais pour étendre ton réseau à l'international? Parce que vous êtes très performant à l'international. Dernièrement, j'ai vu que vous aviez rejoint un programme d'incubation à Tel Aviv, Techstars, que vous avez également joint un autre programme à Berkeley qui s'appelle Skydeck. Comment on fait quand on est une petite start-up française pour étendre son réseau comme ça sur la planète et être bien positionné partout là où ça se passe? Bah c'est simple. Le premier élément, c'est un élément d'état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, on est super bien accompagné en France. Il y a beaucoup de structures pour accompagner, mais on est quand même dans une économie de marché globale. Aujourd'hui, quand vous vendez du digital ou de l'innovation, vous le vendez à la terre entière. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur, dans un premier temps, d'aller regarder comment on peut être accompagné par des programmes étrangers. Après, nous, l'ADN des fondateurs, de X, elle est très, très internationale parce que moi, j'ai vécu à San Francisco pendant 1 an, à l'époque où j'ai fait ma première startup. Étienne, notre CFO, il a fait ses études à San Francisco et Arnaud, qui est notre CTO, il a enseigné il a fait de la recherche à San Francisco à l'université de Berkeley pendant 1 an. Donc, en fait, nous, c'est plutôt naturel parce qu'on s'est toujours projeté à l'international pour faire ce qu'on voulait de manière personnelle ou dans nos expériences professionnelles précédentes. Et c'était logique pour nous d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais pour des gens qui n'ont pas forcément ce parcours international, il faut aujourd'hui, entre guillemets, s'intéresser à comment on peut se faire accompagner. Il y a des super programmes à Berlin, à Londres, aux États-Unis. C'est pas forcément que les États-Unis, mais voilà quoi. Et après, pour être prêt pour faire ça, bah c'est pareil. Hein, il faut essayer de participer à des événements. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'événements en ligne, donc c'est plus simple aujourd'hui. Quand vous aviez des événements à San Francisco ou à New York qui étaient en physique, bah, si vous n'étiez pas là-bas, vous ne pouviez pas y participer. Mais aujourd'hui, participer à un événement qui est basé avec une audience internationale dans tel ou tel pays, c'est hyper facile. Et en fait, il y a des sites comme Eventbrite qui est Eventbrite créé par un Français d'ailleurs, qui recense justement tous ces événements-là. Donc voilà quoi, faut pas se mettre de barrières et il faut se donner la chance aujourd'hui de candidater. Parce que je sais que les candidatures aussi, c'est super long. Hein. Quand on candidate pour Techstars, c'est un gros dossier. Ensuite, c'est 5 interviews, une interview par semaine pendant 5 semaines avec des VC, des ingénieurs, des entrepreneurs qui vont vous challenger, qui disent mais pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire ça. C'est hyper long, c'est hyper compliqué, mais après, c'est une fois qu'on est sélectionné. Par exemple, nous, Techstars, c'était 500 startups qui ont postulé et on a été 10, on fait partie des 10 derniers. D'accord. C'est quand même un bel accomplissement quand on voit le taux d'acceptation. Et pour Skydeck, c'est des milliers d'applications. Et aujourd'hui, nous, on se retrouve dans le top 20. Donc, c'est pas facile, mais tant qu'on n'a pas essayé, en fait, on peut pas savoir. Donc, je recommande vraiment aux startups de France Autotech et au-delà d'aller regarder ce qui se fait à l'étranger, parce que c'est plus facile de connecter avec un marché quand on passe à travers un programme comme ça, plutôt que d'arriver avec son sac comme ça en disant j'ai ma tambouille à vendre, qui veut l'acheter. Ah, c'est un beau gage de qualité. Alors, on arrive déjà sur la fin de cet échange-là. Je rebondissais juste sur ce que tu viens d'évoquer sur le côté international. Effectivement, hier, et Didier a animé d'ailleurs un meet-up autour de la 5G et comment la 5G va impacter l'automobile. On a eu la chance d'avoir des Belges et des Marocains. Et voilà, cette ouverture internationale, effectivement, est facilitée quand même par cette période de pandémie. Elle aura au moins eu quelques avantages. Donc, pour conclure, est-ce que
Tu peux juste nous dire qu'est-ce que tu recherches, des clients, des partenaires, est-ce que tu cherches à recruter? Voilà, je propose qu'on finisse sur une ouverture, et si ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent effectivement te contacter, comment ils peuvent te contacter et qu'est-ce que tu recherches? Alors nous, on est en plein développement, on a une super bonne traction et c'est un bon momentum. Donc on est un peu à la recherche de tout. On est à la recherche de plus de clients. Donc s'il y a des personnes dans la communauté de France Autotech qui ont des contacts privilégiés avec des véhicules, des équipes qui sont sur des sujets de véhicules autonomes ou véhicules connectés même, ravis de prendre vos contacts ou vos inputs. Ensuite, après, on est à la recherche de talents aussi. Donc, s'il y a des ingénieurs ou même des personnes sur des profils un peu plus opérationnels comme le marketing ou le produit qui veulent proposer leurs services, c'est des choses qu'on pourra regarder aussi. Et après, sur les investisseurs, nous, pour le coup, on est très, très bien accompagnés. À ce niveau-là, on a des super contacts avec des fonds d'investissement français et internationaux sur les tours prévisionnels qui vont arriver. Donc à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de grosses recherches, mais s'il y a un investisseur qui nous écoute et qui veut qui veut en savoir plus sur X, on sera ravi aussi de discuter avec lui. Donc voilà. Voilà, avis aux amateurs, s'il y a des financiers, essayez X Technologies et éventuellement, ils seront attentifs à vos demandes. Un grand merci Bruno là, pour ce voyage à travers l'aventure de X Technologies, et je vous dis tous à bientôt pour un prochain épisode de ce podcast. Super, merci beaucoup Didier et Romain de m'avoir accueilli dans votre podcast. Je trouve que c'est une super initiative. Le podcast, c'est une bonne manière aujourd'hui de pouvoir diffuser des informations. Donc, vraiment ravi et puis à bientôt. Avec plaisir. Un petit bonjour aussi à toutes tes équipes. Je sais que Sonia n'est pas très loin. Et puis aux gens de Tomcat, je sais que vous avez été hébergés chez eux. J'ai quelques affinités avec eux. Donc, merci en tout cas, Bruno. Et puis, plein de bonnes choses pour les mois qui viennent. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt.